Yann Dedet. Bonsoir, merci. Alors Yann, on va essayer d'évoquer le maximum de choses, mais c'est vrai qu'on vient de revoir ou de voir Passe-Montagne, le premier film de Jean-François Stévenin. Et alors ma question est presque naïve, mais depuis le temps que ça dure, presque 50 ans, parce que ce film, non seulement tu l'as monté, mais tu en as été beaucoup de choses, je ne sais même pas quels sont les postes, à quoi ça correspondrait, à la fois directeur de production, premier assistant, enfin, tu étais là tout le temps, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, voilà. Surtout régisseur d'extérieur pendant, et puis monteur vaguement, puisqu'on a monté en fait après, et puis une espèce de pilier qui restait dans le Jura, pour dire tous les jours au Piard, on va tourner demain, et ils se marraient comme des baleines, étant sûr qu'on n'allait jamais tourner, et moi j'étais sûr qu'on allait tourner, donc je restais pour rassurer, enfin, faire rigoler plutôt, les Piards. Voilà. Et puis après, il y a eu ton premier livre, Le point de vue du lapin, le roman de Passe-Montagne, qui est publié chez POL, et puis un film, qui est quand même lié à Passe-Montagne, le pays du chien qui chante. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et là, tu l'as revu, tu n'as pas bronché dans ce très très beau DCP. Et est-ce qu'il t'arrive encore de vouloir intervenir ou de te souvenir de certains choix? C'est-à-dire que le film, tu le vois comme quelque chose de terminé, de figé, voilà, ou est-ce qu'encore tu te dis ah tiens, on a fait ça, on a pris ce parti pris-là, enfin, est-ce que c'est encore une matière vivante et qui changera pas, mais que toi, tu pourrais presque parfois avoir envie de changer? Non, ça m'arrive pas, ça m'arrive sur quelques films, mais c'est vrai que celui-là, non pas qui, moi j'aime pas le mot parfait, donc c'est pas tellement ça, mais si ça continue à vivre à ce moment-là, c'est derrière évidemment, parce que c'est quand même 2 ans de vie, enfin pour moi, pour Jean-François ça doit être 10 ans de vie évidemment, entre ce qu'il appelait les 1000 pages, il a toujours nié qu'il y avait 1000 pages, mais il m'a toujours dit en revanche qu'il y avait 1000 pages et qu'il n'arrivait pas à les réduire à un scénario, etc. Donc pour moi, ça c'est d'autant plus que le film est monté à 90% par lui. Enfin, moi, j'ai fait 3 raccords et demi. Moi, je dis pas ça par... c'est vrai, je l'ai vu inventer son cinéma. Il avait tourné des plans séquences et il taillait là-dedans. Il lançait des points de suspension, il inversait des choses, etc. Donc, j'étais très en admiration. Et comme ça m'est arrivé souvent avec les réalisateurs, d'ailleurs, en apprentissage, disons, du style de chacun, auquel je participais, dans la mesure, par exemple, chez Jean-François, ce qui était très net, c'était que jamais je lui ai dit « Oh là là, tu peux pas faire ça ». J'étais vraiment toujours... À cette époque, notre phrase clé, c'était « Allez, on va faire pire ». Pour nous, évidemment, on va les dire, vous voulez dire, ben, on continue sur ce chemin étrange de saboter, parce que j'ai vu dans le livre de Pierre Jailloux, elle dit quelquefois qu'il sabote les montages d'une scène pour qu'elle ne parvienne pas à raconter ce qu'elle devrait raconter. Alors ça c'est une façon excessive et que j'aime beaucoup de raconter le travail de Jean-François, parce que c'est vrai que tout ce qu'il gênait dans un cinéma, disons, normatif, voilà, il l'enlève. Là, je le voyais enlever pour des raisons que je ne comprenais pas toujours, des morceaux, et je voyais, peu à peu quand même, je sentais que c'était pour qu'on ne soit pas dans la norme, non pas par coup de pas faire comme les autres, mais parce que son goût profond était un chemin assez secret. Donc le film que je vois aujourd'hui, moi, il est plein de ces chemins secrets, et je ne me vois pas modifier quelque chose. Alors, très secret et très étonnant. Alors on pourrait multiplier les exemples, mais je vais prendre un plan. Voilà. Et toi, tu vas te souvenir évidemment. C'est après la grande séquence du restaurant avec le cuisinier, là ils sont dans cette espèce de bistrot dont on ne sait pas trop à quel point il est clandestin d'ailleurs. La scène se déroule à l'intérieur, il y a les 3 filles qui arrivent, le chien qui chante, enfin voilà. Et puis tout à coup, on est à l'extérieur et on voit juste le rectangle de la fenêtre allumé. Je crois que Stévenin est dans l'axe de la fenêtre, donc tout d'un coup on est à l'extérieur, dans la nuit. Je crois qu'il y a une bouffée de musique de Sard, d'ailleurs, à ce moment-là. Et ça c'est très étonnant parce que c'est lyrique.
et en même temps, le point de vue change complètement. Alors, deux questions. Qu'est-ce que ça signifie, si on peut parler de sens, une telle échappée, tout d'un coup un tel changement de point de vue, et ça c'est lui ou c'est toi qui l'as choisi? Alors ça vient effectivement, ça c'est une des rares choses qui vient de moi, c'est-à-dire que cette séquence, c'était deux séquences, bien évidemment. C'est-à-dire avant les filles, quand les trois filles arrivent, c'était une autre séquence qui se passait plus tard. Assez souvent dans les scénarios, et assez souvent je me bats contre d'ailleurs, souvent des scènes sont posées en deux, c'est-à-dire on y va une fois, et puis on y retourne et quelque chose de nouveau se passe. J'ai assez souvent résisté à ça en me disant, ben non, allons vers le nouveau. Ça me fait penser à Truffaut qui disait, aujourd'hui on prend le plan juste après le clap, et dans 6 mois on le prendra 5 secondes plus tard, donc faisons-le tout de suite 5 secondes plus tard. Il y a un phénomène comme ça qui fait que le cinéma s'avance doucement avec des accélérations qui sont, j'allais dire, presque obligatoires. Jean-François a pas mal résisté, et puis je crois que je ne suis pas le seul à lui avoir dit, n'en faisons qu'une séquence. Et effectivement, donc c'est ça fait un passage de temps de plus, parce que ça reste une séquence, mais elle est déjà d'office 2 fois plus longue, parce qu'il y a avant que les filles arrivent et après que les filles arrivent, et donc ça fait déjà 2 séquences, et en plus quand on passe à l'extérieur, on a l'impression qu'il s'est passé entre les deux séquences, une espèce de 3e séquence, une espèce de temps, qui est d'ailleurs un des jeux les plus fréquents du film, c'est de couper pour rajouter du temps. Là, on parle du rajout d'un plan, et très souvent, ces plans séquences étaient coupés pour qu'il se passe quelque chose dans l'incolure, pour supposer qu'il se va passer des choses qu'on ne comprend pas tout de suite quelquefois, ou quelquefois qu'on comprend tout de suite. Voilà, ça c'est comme ça que ça s'est passé. Et est-ce que dans parce que Passe-Montagne c'est quand même une aventure unique, enfin c'est pas un film qui ressemble à quoi que ce soit, c'est pas un tournage qui ressemble à quoi que ce soit, est-ce qu'il fallait ordonner une masse de matériel, de pellicules impressionnées qui aurait pu être, je sais pas, 10 fois supérieur au métrage du film, ou pas tant que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait aussi une économie du tournage où il ne s'agissait pas forcément d'accumuler les prises? Oui, il n'y a pas d'accumulation de prises, ne serait-ce que pour des raisons financières. C'est un film quand même qui n'a pas coûté trop dur, où il n'y avait pas assez d'argent comme tous les films, mais bon, et puis Jean François n'est pas voilà, il ne fait pas 10-15 prises comme ça, c'est plutôt un nombre, je ne sais pas autour de quoi ça tourne, de 5 à 10, disons, quelque chose comme ça, et donc il n'y a pas tellement de matériel que ça, hein. En revanche, le matériel est extrêmement multiple. Par exemple, on est dans la douzaine, quinzaine de séquences du début. On a changé l'ordre de ces séquences, mais un nombre hallucinant de fois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec ça, c'est que cette matière donc, qui rend amovible, on en tourne un peu, parce que il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit effectivement de varier. De d'abord très bien dessiner, comme il dessine ses plans, hein, le plan sur l'oiseau, je parle, hein, le plan écrit, la carte là. Mais après, il s'agit d'en faire de la matière vivante, voilà. Donc pas tant de matière que ça, mais un jeu avec la matière très 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 développé. Et dans un film aussi singulier et moderne que Passe-Montagne, là, en revoyant le début, je me disais, mais où ça se joue? Parce que la scène de la station-service, c'est-à-dire cette espèce de coup de foudre, enfin de crush, comme on dit en anglais, entre 2 hommes qui ne sont pas dans une relation amoureuse, mais cette relation est quand même amoureuse. Tu es d'accord? Oui. Moi, c'était ma version du film. On a raconté, un jour, on a fait le jeu avant le tournage de raconter chez les Pierres, dans un des chalets des Pierres, celui où tout le monde s'engueule, là, qu'on voit très bien, où chacun racontait son film. 2 des Pierres, les 2 principaux ont raconté leur version. Colin Mounier, qui devait faire le film à l'époque, a raconté sa version très très factuelle. Et moi j'ai dit, sans aucun doute, c'est l'histoire d'un coup de foudre entre 2 hommes qui n'aboutit pas sexuellement, ou qui n'est pas sexuel, mais c'est un coup de foudre absolument, bien sûr. Oui. Alors ce coup de foudre, il fallait le tourner, c'est-à-dire comment Villeneuve va se détacher du petit groupe, parce qu'en plus il n'est pas seul. Ça, j'ai tendance à l'oublier à chaque fois que je revois le film. Je me dis, mais il est seul dans cette station de service, à la dérive, peut-être en pleine galère professionnelle, peut-être en plein divorce, enfin, etc. Non, en fait, il y a des gens autour de lui, et c'est simplement avec un regard de Stévenin qui décide de partir avec lui, sans même qu'un mot soit prononcé. Ça a été quel travail de la rendre cohérente, et puis même admissible pour le spectateur. Enfin, quand même, il faut qu'on admette que ces 2-là partent ensemble dans la nuit.
J'ai l'impression que Jean-François, il veut pas qu'on admette les choses, qu'on admette forcément les choses. Ce que tu racontes, en fait, la chance de Stévenin, c'est que Villeray est en panne. Et tout, et ce qui déjà l'isole. Oui, il est dans une station-service, mais comme on le voit, le gars qui a dit, vous leur direz qu'on a débranché le ventilo, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire, c'est pas un garage. Voilà, et coup de peau, Jean-François tripote un peu, autant dans la ferme que dans les cases de bagnole. Donc ça se fait comme ça. Donc quand même, il est déjà sur une marge. Jean-François saute sur une espèce de proie. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase dans une des versions du scénario qui était parce qu'il devait être sur sa voiture, et il saute souplement sur le macadam. Il y avait bien cette idée féline, et qui est d'ailleurs la façon exacte dont Jean-François, dans la travée, on entend juste ces brodequins qui font clac-clac, suit Villeray. On a vraiment l'impression que c'est une bête qui suit une autre bête, qui est à l'affût d'une autre bête. Et là, on va comme ça évoquer différentes collaborations, et puis ton métier de monteur, ton premier métier de monteur en particulier. Tu dis là, c'est Jean-François Stévenin qui l'a essentiellement monté, ce film. Donc on peut considérer que Stévenin, à sa façon, et je suis même pas sûr que ce concept soit vrai, hein, tu me diras, est un cinéaste-monteur. Comme Alain Resnais est un cinéaste-monteur, d'autant plus qu'il a été monteur avant d'être cinéaste. Et puis dans ton livre, dans ta carrière, dans tes collaborations, tu parles de gens qui ne sont pas du tout des cinéastes-monteurs, qui n'aiment pas, même pas forcément, passer du temps dans la salle de montage. Et là, le premier dont tu parles beaucoup, c'est Truffaut, qui visiblement n'était pas beaucoup sur votre dos, quoi. Même, ça ne veut pas dire qu'il ne surveillait pas son montage, mais il n'était pas là physiquement. Qu'est-ce que ça change, ça, d'avoir quelqu'un qui aime le montage, qui maîtrise le montage, qui est presque capable de le faire lui-même, donc son monteur devient un peu ses mains, en fait, qui ne fait pas les collures lui-même, et puis d'autres cinéastes qui sont très éloignés de ça. Il y en a peu de très éloignés, à mon avis. Un cinéaste qui n'est pas du tout monteur n'est pas un cinéaste. C'est la première chose. Notre camarade Orson Welles le disait, tout se fait au montage. Bon. Ce qui est un résumé un peu court, mais néanmoins, c'est vrai que comme c'est la dernière étape, forcément, tout s'y décide pour de bon. Et alors, Truffaut, il n'était pas beaucoup dans la salle de montage. En revanche, il est très monteur. Il est absolument très monteur. Et à tel point qu'il envoyait des feuilles idéales. Il n'était pas à la salle même, mais il envoyait des feuilles idéales de montage. Alors, il décrivait 35 plans pour monter la séquence machin truc. Sur les 35 décrits en général sur le papier, je le raconte dans le livre, il y en avait 5 qui n'existaient pas, donc il fallait trouver des idées de plans qui remplaceraient l'idéal du plan qu'il croyait avoir tourné, parce que ça c'est un phénomène aussi formidable, les metteurs en scène souvent vous engueulent en vous disant mais si, j'ai tourné un gros plan de machin, du plan en fait, ça n'existe pas, c'est le labo qui l'a perdu. Alors là ça commence dans des discussions absolument infernales. C'est donc le labo qui l'a perdu, qu'on appelle le labo. Bien sûr, le plan n'est pas perdu, puisque je sais qu'il n'existe pas, puisque je tripote la matière depuis X temps. Et donc, il faut trouver des palliatifs à des plans qui n'existent pas, il faut les fabriquer autrement, en truquant des choses de droite, gauche. Bon. Donc Truffaut n'est pas là, parce que il n'a pas envie de se noyer dans les collures, pour une raison très simple et tout à fait excellente, je trouve, c'est qu'il ne voit que l'entier de l'histoire. Il va juger de toutes les collures, mais pendant 50 projections, et pas une à une à la Morricone. Ça, c'est notre boulot à nous, tout de même façon qu'il n'allume pas les projecteurs de son opérateur. Voilà. Comment tu l'as rencontré? Comment tu as commencé à travailler avec François Truffaut, puisque tu as commencé comme chef monteur avec lui? J'ai commencé comme assistant avec lui, ce qui était quand même extraordinaire, grâce à Claudine Boucher, qui était une amie, et qui a monté La mariée était en noir, et qui m'a pris comme assistant sur ce film. J'avais déjà fait 2 assistanats sur d'autres films, en sortant du laboratoire. Et elle m'a pris comme assistant sur ce film-là. Et puis après, ils ont décidé de changer avec Truffaut. Donc c'est plus Claudine Boucher, c'est Agnès Guillemot, la monteuse de Godard, qui a monté les 4 suivants. Et ça s'est fait sans se dire. Avec Truffaut, on n'a jamais parlé du sens de la vie et toutes ces choses très très banales. En revanche, les atomes crochus étaient là. Et puis un jour, au 6e film sur lequel j'allais travailler, il me fait demander par son directeur de production si je voulais bien être encore assistant d'Agnès Guillemot. J'ai senti le boulet passer dans le vent et j'ai dit non.
je risquais que la prochaine question soit est-ce que vous le monteriez, etc. Bien sûr, j'ai dit oui. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est construit délicatement, et sans qu'on en parle, et qui était, voilà, comme on peut aimer profondément les choses par atome crochu, beaucoup plus que par ça serait raisonnable de faire ceci et cela. Parce que c'est pas si raisonnable que ça. Moi, quand il est revenu à 15 jours après le tournage, il m'a dit, bon, ben, Yann, on va aller en projection, on va tout choisir. Qu'est-ce qu'il pensait que j'avais fait? J'avais tout monté, évidemment. Je suis désolé, François, mais j'ai tout monté. Alors, on a regardé le film en projection. Évidemment, ça a énormément changé après. Mais néanmoins, je crois que c'est un peu pour ça qu'il m'avait pris, un peu brouillon, un peu désordre, mais très enthousiaste, donc tout de suite à faire les choses. D'ailleurs, je me demande, oui, maintenant, aujourd'hui, en le racontant, je me demande comment il a pu être, j'allais dire, sincère, en me demandant, en me disant, en projection, choisir les prises. Ça me paraît quand même insensé qu'il n'ait pas, évidemment, parce que tout ce temps, il a pensé quoi? Que j'apprenais les rushs par cœur? Peut-être, oui, peut-être. Ce qui serait une bonne chose à faire, d'ailleurs, d'apprendre les rushs par cœur avant de les monter. Ce qu'on faisait un peu plus en pellicule, puisque dans le numérique, on se précipite sur les touches, au lieu de regarder les plans entiers, de réfléchir, et voilà. Et alors, et c'est quelque chose dont tu parles tout le temps dans le second livre, Le Spectateur Zéro, donc conversation sur le montage avec Julien Ciodo. Mais c'est vrai que même quand on croit connaître un peu le cinéma, on se pose la question. C'est-à-dire que Truffaut et ses chefs opérateurs, pour rester sur Truffaut, c'est clair, et d'ailleurs tu en parles et tu en parles très bien, il prenait Pierre-William Glenn plutôt pour les films d'action, entre guillemets, les comédies rythmées, enfin mettons La Nuit américaine. Et il prenait Nestor Almendros pour autre chose, plutôt les films plus intimes. Adèle, les deux Adèle H, voilà, les films un peu de chambre, même s'il n'y a pas tant de chambre que ça dans Adèle H, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'était clair. Les musiciens, pareil. On se dit, voilà, un film de Truffaut avec une musique de rue, c'est pas la même chose que quand il a cherché une musique de Maurice Jaubert qui est mort pour La Chambre Verte, mais qu'il admirait beaucoup parce que c'était le musicien de la Talente. Et je pourrais multiplier les collaborations comme ça. Mais alors les monteurs. C'est-à-dire que est-ce qu'un film de Truffaut monté par Guillemot, un film de Truffaut monté par Boucher, un film à la fin, après toi, de Truffaut monté par Martine Baraquet, est-ce qu'il y a une patte? Est-ce qu'on sent la différence? Est-ce que les partis pris sont différents? Est-ce que la façon de collaborer est différente? La façon de collaborer, certainement, et il y a bien évidemment des monteurs ou des monteuses qui apportent des choses que d'autres n'apporteront pas. Mais néanmoins, quand même, comme c'est un métier double, hein, c'est un métier où il faut effectivement avoir son avis et, je pense, faire ce qu'on veut, au moins dans un premier temps, mais également il faut être capable d'être caméléon. C'est vraiment un métier de caméléon, sinon si on ne rentre pas, ce qui arrive que parfois, là, vaut mieux s'en aller, si on ne rentre pas dans le style du film du tout, il vaut mieux s'en aller. Et est-ce qu'il faut aller presque au devant du désir de son metteur en scène, c'est-à-dire le connaître tellement bien qu'essayer de lui proposer ce qu'il veut, entre guillemets, ou ce qu'il cherche, enfin, ce vers quoi il tend, ou est-ce qu'il faut aussi parfois presque le violenter en lui proposant une solution où il va dire « Waouh, ça j'y avais pas pensé, quoi ». Je pense qu'il faut plutôt le violenter, non pas pour le violenter lui, mais pour traiter du film en question, pas comme celui d'avant, mais à la façon dont ce nouveau film demande à être monté, d'une certaine façon. Parce que sinon, si on lui sert sa soupe à lui, j'ai l'impression que c'est dangereux. D'abord, on peut rentrer dans une certaine forme de complaisance, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que François gardait le monteur pour 4-5 films, et puis après, il en changeait. Voilà, parce qu'il y a quand même une espèce d'habitude qui se met en place, ce que n'a pas fait Jurgenson avec René, par contre. Et parce que probablement René avait été monteur vraiment et qu'il avait mis la main à la pâte, je pense qu'il a pu garder le même monteur pour tous ses films. Mais le cas de Truffaut, c'est donc assez net, hein, toutes les 4-5 films, voilà, il change de monteur. Donc, je pense pour ne pas s'endormir sur ses lauriers, c'est surtout ça. Et donc, je pense qu'un monteur, le plus possible, même si c'est le cinquième film d'un metteur en scène qui monte, il a tout intérêt à provoquer, enfin en tout cas à se soumettre, donc je le résume, je l'ai dit, beaucoup plus au film en question, en cours, qu'au metteur en scène et à son pseudo-goût, donc ses habitudes, voilà, ça ne faut pas revenir sur les habitudes. Et il n'empêche que les films de François Truffaut, par exemple, pour terminer sur cet exemple, sont très différents. Moi j'aime les deux, mais par exemple les deux Anglaises et le continent,
et La Nuit américaine, c'est vraiment pas des films qui se ressemblent, y compris sur le montage. D'ailleurs, La Nuit américaine, alors maintenant, je vais dire un vilain mot, on se souvient surtout peut-être des parties clippées, des parties très lyriques avec la musique de Delru, qui est une musique sublime, mais qui est devenue une scie pour la publicité qu'on entend partout, etc. Et il y a des sortes de petits clips dans La Nuit américaine à la gloire du cinéma, alors que les Deux Anglaises et le Continent, c'est une voix off littéraire, celle d'Henri-Pierre Rocher, dite par Truffaut lui-même. Enfin, ce sont des films extrêmement différents. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça se fait tout seul, j'allais dire quand même, ce sont les rushs qui guident, et puis c'est le sujet, bien sûr. Donc, oui, franchement, il n'y a pas de... Moi, je ne vois pas de différence à monter des Anglaises et La Nuit américaine, parce que le film guide absolument la façon dont il veut être monté, lui, etc. Et d'ailleurs, on revient, parce que sur La Nuit américaine, j'ai le souvenir que François lui-même a poussé des accélérations plus que je ne les aurais faites. Voilà. Oui, lui, c'était un peu sa hantise, qui n'est pas celle de Stéphane, par exemple. C'est le côté, ça sera presque jamais assez clair et ça ira jamais assez vite. Exactement. C'est ça. Oui, oui, oui. Et ça voulait dire qu'il tailladait beaucoup. Et ça, c'était la partie la plus difficile dans les off. C'est-à-dire, dès qu'un personnage parle off à quelqu'un et qu'on est sur la personne qui écoute, il avait une tendance à réduire tous les silences. Il faut quand même en conserver certains pour que le débit ne soit pas systématique et tout ça. Ça, c'était assez compliqué parce qu'il avait vraiment... Là, il n'était pas très musical, je trouve, d'une certaine façon. De toute façon, il n'avait pas vraiment de respect pour les respirations off. Ça, c'est assez embêtant. Donc, il fallait, de temps en temps, même si on accélérait, y aller mollo, quand même. Ça, c'était très dangereux. Ouais, c'est le côté Lou Beach, quoi. Oui, c'est ça. Faut que ça... On va tout à l'heure, quand même. Ouais. Et alors, ça aussi, c'est une question qui revient sur le travail du monteur, sur la patte du monteur. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a une patte Yann 2D? Est-ce que même, j'ai presque envie de dire, c'est possible de reconnaître? Est-ce que ce sont des choses qui existent? Ou presque au contraire, il vaudrait mieux pas? C'est-à-dire qu'un monteur dont on reconnaîtrait le style ou le genre, ça serait pas forcément une qualité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir s'effacer derrière le film qu'on est en train de monter. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que moi j'ai des tics, hein, je vire toutes les portes qui s'ouvrent, ça je supporte pas les entrées de scène, et puis là on m'a remercié par exemple en me disant tu as coupé mes portes du cinéma français, donc à qui ça va très bien, hein, mais pas toujours. Oui, les portes. Oui, les portes, c'est important les portes, hein. Les oui, portes et les entrées de scène. Oui, moi je dirais oui, les portes et les entrées de scène, mais les entrées de scène c'est vraiment, ça par contre c'est des choses que j'ai appris de Jean-François, très fort. C'est-à-dire d'être déjà dans le cœur de quelque chose, ça c'est quelque chose que j'ai, à tel point qu'après le film de Jean-François, j'ai montré le film de Breillat, qui a raconté après dans un symposium et tout ça, que je voulais tout couper. Ce qui était vrai d'ailleurs, je voulais faire des ellipses, de temps en temps dans ces longs plans séquences très réels, très dans un temps réel. Ça, voilà, donc ça s'est assez mal passé, très mal passé, même avec Breillat, par exemple. Donc ça marche pas toujours. Non, bien sûr, des fois, ça non pas d'imposer son style, mais même de le proposer. Hein, il faut quand même que ça rentre dans une possibilité de. Voilà, alors Breillat, ça lui allait très bien. C'était quel film? C'était 36 fillettes. C'était 36 fillettes, et donc pourquoi ça s'est mal passé? Parce qu'en fait, vous n'aviez pas la même façon de voir, enfin les mêmes partis pris. Oui, c'est ça. Elle était dans une réalité, un réalisme second, enfin voilà, de temps très théâtral. Moi, j'ai rien contre le théâtre au cinéma. J'adore les films de René. Il y en a beaucoup qui sont des films théâtraux des pures merveilles. Mais là, on sentait le principe plus que, c'est-à-dire, il n'était même pas question de réfléchir à fabriquer une ellipse qui eût bénéficié au rapport entre les deux personnages. C'était surtout dans les scènes entre Chico et la petite, bien évidemment, qu'elle voulait toujours in extenso. Donc c'était très difficile de proposer des choses qui parfois, à un moment d'un plan, non pas parce que c'est ennuyeux, moi c'est pas l'ennui que je chasse en coupe en cours, mais c'est préserver un intérêt, réinventer un intérêt, voilà. Parce que par exemple dans les films de Fiala, contrairement à Breillat, il y a disons des trous dans les plans, mais les plans revivent après une petite mort. Ça c'est absolument extraordinaire. Je ne pense pas que c'était le cas dans Breillat, parce que pour moi elle n'est pas assez, ça dépend de ses films, il y en a qui sont vraiment très bien,
c'est pas assez costaud à l'intérieur des plans pour se permettre de mourir et de revivre. J'analyserais ça comme ça. Enfin, je critiquerais ça. C'est intéressant cette histoire de trou, parce que alors, je crois que Stévenin, lui, il était assez coutumier du fait. C'est-à-dire que dès qu'il a eu le Steadicam, il s'est mis à faire de plus en plus de plans séquences, mais il en avait toujours fait, en fait. Et simplement, dans ses plans séquences, il ne détestait pas couper dedans. Ah non, non, Ce qui peut sembler, enfin pour le profane, hein, pardon, mais ce qui peut sembler très contradictoire. Pourquoi faire un plan séquence si après on fait des sautes et qu'on coupe dedans? D'abord, parce qu'il n'aime pas ce que je ne comme moi, une pseudo-perfection. Le premier montage de Passe-Montagne avec les plans in extenso, juste les dans les quelques séquences sont très en champ de contre-champ, avec juste les claps enlevées, ça lui paraissait une espèce de petite une continuité de jolies petites choses absolument insupportables. De la même façon, dans les autres films, le second Double Messieurs et Mishka, que je n'ai pas monté parce que je tournais dans son Jura à ce moment-là, dès qu'il y a ce qu'il estime être un défaut, ou comme je disais tout à l'heure, je pense que le bon Hugo a quelque chose de normatif dans le plan, quelque chose qui se reconnaît comme étant une figure un peu trop bateau de la façon de raconter, il n'hésite pas à les enlever. Il essaye, bien sûr, d'avoir des plans séquences réussis de A à Z, mais quelquefois, pour une raison de cadre trop en avance ou trop en retard, le pataugeage d'un acteur, ou au contraire, jeu trop carré d'un acteur, justement, il réinsère des défauts qu'il aurait bien, en faisant 180 prises, définis et provoqués, mais là, comme ils ne sont pas là, il faut recréer quelque chose. Et alors, pardon, mais j'en parlais hier, et forcément j'ai pensé à toi en parlant, en fait. On a fait un ciné-club avec La Soif du Mal, d'Orson Welles, et c'est un peu rigolo, parce que s'il y a bien un cinéaste qui est archi reconnu pour ses arabesques, enfin comme Ophuls, quoi, de ses plans séquences, c'est bien Welles, et surtout dans ce film-là, La Soif du Mal, avec cette ouverture démente qui dure 3 minutes 20, et en même temps, c'est un pur cinéaste du montage. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la scène de la fin du film, quand Charlton Heston écoute Quinlan avouer quel personnage ignoble il est, là, ce n'est que du montage, et d'ailleurs, il paraît qu'ils ont mis 2 mois à la monter, cette séquence, et que c'est pour ça que les types de Universal étaient tellement furieux contre Welles. C'était pas un problème de tournage, c'était un problème du montage qui durait trop longtemps. Et donc, est-ce que ça veut dire quelque chose, ce truc qui est un peu un truc d'historien ou de critique de cinéma ou d'histoire du cinéma, les cinéastes du plan séquence et les cinéastes du montage rapide? Ou est-ce que c'est des catégories qui sont scolastiques mais pas réelles, quoi? J'ai l'impression, parce que justement, on peut revenir 2 secondes à Truffaut, justement, dans les films sont assez souvent alternés entre des plans séquences et des séquences très montées. Hein. Donc, non, je pense que ça se marie très bien. Je dois t'avouer, c'est pas une question que je me pose comme ça, là, parce que, bien évidemment, elle est un petit peu, voilà, un petit peu scolastique, comme tu disais. Et par ailleurs, ça veut dire aussi que il y a toute une école critique française que tu connais, c'est celle de Bazin, quoi, qui disait qu'en gros, le plan séquence, c'était une façon d'avoir le réel sans couture, justement, sans coupure et sans collure, peut-être. Et non, toi tu dis plutôt le contraire, tu dis pour que le réel survienne, il faut des trous, il faut des accidents, il ne faut pas forcément cette continuité un peu factice du plan séquence. Le but de ça, j'ai l'impression, c'est de surtout pas donner des indications sur ce qui va se passer. Voilà, pas trop des indications nécessaires scénaristiques au minimum, je dirais, quelque chose comme ça. Et parce que toutes ces pistes, pas mal de cinéastes appellent ça des pancartes, ou voilà, il y a des noms variés pour ce genre de choses. D'ailleurs, je me rappelle d'un souvenir qui éclaire tout à fait bien ça, c'est une pièce de Jérôme Savary, où il disait « Dès qu'il y aura une idée intelligente, cette petite lumière rouge s'allumera ». Bon, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire c'est le moment où le film, non pas fait le malin, mais fait scolairement, il va sûrement, avec telle réplique, on peut deviner qu'il va arriver telle chose, avec tel plan qui passe un peu sur une fenêtre et où il y a quelqu'un derrière, etc., etc. Donc ces choses-là, qui sont formidables dans les films à suspense, dans les films noirs par exemple, et très utiles, mais il vaut mieux les faire finement, je dirais. Dans les films, disons, d'une narration plus classique, enfin, si c'est émaillé de lumière rouge qui s'allume, c'est absolument épouvantable, parce que le film s'annule de lui-même. Je ne sais plus quel film m'a dépassé, c'est Les Cloches de Silésie.
qui m'a pas mal déçu, pour la raison que j'explique, hein, tout simplement, c'est que tout est donné dès le départ. C'est une catastrophe écologique et bon, il met le plan du pont qui saute au début, alors que vous lirez dans le livre magnifique de Jean-François que bien évidemment l'envahissement écologique, et Jean-François écrivait ça OE dans le cas écologique, ce qui est un des premiers films écologiques d'ailleurs, ce flashback, et malheureusement il a un petit peu brûlé les étapes et il a un petit peu gâché, et le film est sans progression. C'est un bordel noir, c'est assez rigolo, assez roboratif, tout ça, mais c'est un peu dommage d'avoir. Voilà, c'est un peu sur ça que moi je pense qu'il faut gommer plutôt que surexpliquer. Mais en revanche, revenons encore une fois à Truffaut qui disait lui, si les gens ne savent pas quel est l'enjeu, comment voulez-vous qu'ils soient émus? Voilà, il faut jouer bien évidemment sur ces deux choses-là. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce qu'il m'avait dit avant les deux Anglaises, là, ce qui me prouve bien que la question dont j'ai parlé tout à l'heure était fausse. Il y a ne faites ce que vous voulez, du moment que vous avez une raison pour le faire. Et ça c'est une preuve de confiance extraordinaire. Et puis, on dit au gars qui va travailler qu'il a quand même les choses en main. C'est une liberté contrainte à la raison. Je ne pouvais pas faire de folie gratuite. C'est drôle d'ailleurs les deux Anglaises qu'on va voir tout à l'heure, parce que Truffaut, il fait des choses très audacieuse pour lui. Enfin, il a quand même un côté un peu puritain sur l'amour physique, il se débrouille toujours pour pas trop montrer ça, on sent qu'il n'est pas très à l'aise. Là, il en montre quand même beaucoup, et puis je crois que ça avait fait un peu scandale à l'époque. Il y a des taches de sang sur un drap, et la voix off de Truffaut qui dit qu'il y avait du rouge sur son or. Et là, on sent quand même un cinéaste qui se lâche presque, on dirait aujourd'hui. Et ça, il fallait l'accompagner un peu dans cette audace-là, qui était assez nouvelle pour lui. Oh, non, ça n'est lui. Je pense qu'en gros, il y a, dans chaque Truffaut, il y a une scène qui scandalisait lui, et dont il devait se dire « jamais j'y arriverai », et allez, je me pousse à y aller. Mais dont il était lui-même scandalisé. Il n'était pas. Moi, je me souviens quand il voyait le film, il n'était pas. Voilà, il était comme certaines personnes d'autres jours pendant Sweet Movie. C'était quand même quelquefois assez difficile. Il se poussait à faire des choses difficiles parce qu'il pensait que ça ferait avancer, et je pense qu'il avait raison. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans une carrière comme la tienne, c'est avec qui on travaille et on passe de qui à qui. Alors, on sait par exemple que les rapports entre François Truffaut et Maurice Pialat étaient compliqués, surtout du côté de Maurice Pialat, d'ailleurs, je crois, plus que de François Truffaut, qui ne devait pas penser à Maurice Pialat tous les jours, alors que Pialat sûrement un peu plus. Et en même temps, c'est parce que tu avais travaillé avec l'un, Truffaut, que l'autre, Pialat, t'a demandé de travailler avec lui presque... Quoi, à contrario, genre, ça va changer un peu. Enfin... Oui, mais j'ai la chance que ça soit arrivé plusieurs fois. C'était pareil pour Makaveyev. Il m'a pris comme monteur d'un cinéma bourgeois de l'Ouest pour monter un film dialectique de l'Est. Voilà. Et il me l'a dit tout de suite, Makaveyev, extraordinaire. De la même façon que Pialat m'a dit toi qui montes les films du Petit Gris, tu peux peut-être essayer de monter Mes Saloperies. Voilà. C'est sa façon de il appelait Truffaut le Petit Gris. Le Petit Gris. Beaucoup de gens l'appelaient le Petit Gris, oui. Parce qu'il avait toujours des costumes gris. Et voilà. Et donc c'est ce phénomène voilà, toi qui sais faire ça, viens ne pas savoir ou peut-être apprendre à faire quelque chose dans mon champ à moi. Quand Maurice Pialat, par exemple, disait ce que je ne supporte pas au cinéma, et encore moins évidemment dans mes propres films, c'est quand ça fait cinoche. Tu as dû l'entendre, cette expression. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire faire cinoche? C'est toujours très très difficile de savoir ce que voulait dire Maurice, parce que ça marche beaucoup par la provocation et puis par une espèce d'inspiration. Par exemple, sa grande phrase sur le montage, c'était magnifique, c'est le montage, c'est... Voilà. Alors ça, moi quand j'entends ça, je suis heureux comme tout, parce que d'abord, il n'y a pas de mots obligés à mettre dessus, on sait qu'on n'est pas rentré dans une définition qu'il faut absolument faire ceci ou cela. Donc je pense que ça fait partie des inspirations, provocations, qui sont sa manière de parler, et qui sont assez difficiles à définir. Sinon, on peut dire que dans ce mot rentre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les choses trop prévenues, trop annoncées, voilà, je pense quelque chose comme ça, oui. Une des premières fois que tu le rencontres, il te dit: est-ce que vous êtes le genre de monteur à un plan, les personnages disent on irait bien à la mer,
et le plan d'après, il y a la mer. Ça c'était. Alors voilà, ça pour lui, c'est... Ça c'est Cinoche, voilà, ça c'est même scénariste Cinoche, parce que c'est vraiment bon. Et ça c'était pas pendant qu'on montait, j'étais ami avec Bernard Dubois et Arlette Langman, avec qui j'avais fait mon stage de labo, et donc ils m'ont invité à la projection de Nous ne vivrons pas ensemble. Et à la fin, discussion au bistrot, et Maurice me dit, effectivement, parce que vers la fin, il devait y avoir un raccord comme ça, toi t'aimes ça, toi les films où on parle de la mer, et le plan suivant, ça se passe au bord de la mer. Voilà, donc, et je dois dire que ça m'a, pareil que ça m'a tout de suite, je me suis dit, formidable, avec ce gars-là, ça va vraiment être rigolo. Voilà. Alors ça l'a été rigolo. Oui, ça a été très rigolo. Le premier film, en plus, c'était quand même un film particulièrement compliqué pour lui. Moi, je me souviens qu'après, dans des interviews, il disait « ça, c'est vraiment le film de la honte, c'est le film dans lequel je me vautre, etc. » Donc c'est Loulou, où il raconte en gros comment Arlette Langman l'a plaqué pour un autre type. Quoi. Voilà. Donc dans le film, d'ailleurs je me souviens, mes copains des Inrecuptibles l'avaient interviewé, et ils s'étaient trompés parce qu'ils croyaient que dans le film Piala, c'était Depardieu. Ils n'avaient même pas compris que c'était Guy Marchand, c'est-à-dire le pauvre mari cocu, abandonné, etc. Et il leur avait dit, mais vous êtes dans l'erreur totale, là, c'est pas ça du tout. Mais lui, il considérait que c'était un film presque d'auto-humiliation, quoi. C'était un film facile pour lui. Oui, certainement. Enfin, d'abord, il était très. Je me souviens que, disons plus simplement dit, il admirait énormément le scénario d'Arlette. Peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qu'il rachetait de la faute en écrivant un scénario magnifique à tourner pour lui. Je ne sais pas, ça vient de me dire, c'est pas ça la réalité, hein, de toute façon. Mais en tout cas, je sais que avant tout passait le fait que le scénario, surtout écrit par Arlette, était vraiment magnifique. Voilà. Et je pense que ça pour lui, ça passe devant tout, quand même, j'ai l'impression. Voilà. Et sur Loulou, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu racontes l'évolution des acteurs. C'est-à-dire que le monteur, pour le coup, c'est vraiment le spectateur zéro. C'est aussi lui qui voit, si par exemple, parce qu'il y a beaucoup de scènes de lit dans Loulou quand même, ça se passe 30% du temps là quand même, est-ce que Depardieu et Huppert sont à l'aise, entre guillemets, est-ce qu'ils sont à leur place, ou est-ce qu'ils ne le sont pas encore? Est-ce que les scènes d'intimité fonctionnent? Enfin, ça, j'ai envie de dire, tu es aux premières loges, tu le vois presque mieux que personne, enfin presque mieux que Piala lui-même, peut-être parce que tu les visionnes et tu les visionnes encore plus que lui. Je crois que là on les voit tous les deux en même temps, et que tout de suite, ça fonctionne très bien. Moi, je trouve personnellement que ça fonctionne très bien dans le film. Et je crois que, à tel point, oui. Peut-être que l'effort qu'on a fait, qu'il a fait, pour que ça fonctionne encore mieux, c'est de mettre en début, comme scène d'amour de lit, le lit cassé. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on rentre dans un premier rapport au lit, et tout de suite, le lit se casse. Donc là, on porte le morceau doublement, vraiment au carré. Là. Il y a l'amour, là, il y a l'envie de faire l'amour, et puis il y a le lit qui se casse, donc en plus, c'est drôle. Donc c'est vraiment idéal. Et effectivement, peut-être d'ailleurs que ta question est plus juste, et qu'il aurait répondu en disant oui, comme j'étais pas sûr que tout marche, je me suis dit que, etc. On allait faire un double effet aux premières scènes de lit. Mais moi, j'ai plutôt le souvenir de Louis, de Gérard s'amusant beaucoup, et de Huppert qui est très 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 fine, suivant tout facilement. Est-ce qu'il y avait des conflits avec Piala? Bah oui, il paraît, mais moi je parce que la légende noire est telle que j'aimerais que tu en parles un peu, parce que toi tu racontes ça plutôt calmement, enfin ça n'a pas l'air d'être un trauma, quoi. Non, c'est pas un trauma, parce qu'on n'est pas devant une équipe de 60 personnes qui rigolent quand quelqu'un se fait moquer ou voire insulter et tout ça. Donc on n'est pas devant la galerie, c'est quand même plus simple. Donc on se faisait la gueule de temps en temps en salle de montage. Lui il partait de temps en temps. Moi je suis parti une fois quand même sur Van Gogh, je me rappelle. Moi je sais pas quoi. Il m'avait tarabusté. Ah si, je sais pourquoi. On avait fait tous les films, je rêvais, ce que je n'ai jamais fait. Heureusement que grâce à Julien Ciodo j'ai écrit ça, parce que tout est remonté très vite. Je rêvais de faire un carnet de montage pendant. Et donc sur Van Gogh, je commence un carnet de montage en disant voilà. Momo a boudé hier, donc il est parti au lieu de regarder telle séquence de rush, et puis on a regardé ça ensemble, on l'a monté plouf en une journée, c'était formidable, etc. Et puis, c'est peut-être au début de la deuxième semaine, il arrive avant moi, ce qui ne lui arrive jamais. Je sais pas, je pense qu'il
il y a le nez, quoi, c'est formidable. Et il chope la bobine de 600 mètres, la boîte de 600, dans laquelle j'avais planqué ce petit carnet. Et j'arrive, et il était avec le truc à la main, il dit ah ah, rapport de police. Donc c'est vraiment. Donc, même si engueulade il y a, différent, etc., c'est toujours sur un mode humoristique. Et c'est vraiment. Mais engueulade, c'est une chose, mais désaccord, est-ce que tu as eu de grands désaccords avec lui? Par exemple, sur Van Gogh, il y a une séquence que j'adorais où le père, où le docteur Gachet nageait devant l'îlot où il y a les prostituées, etc. Et c'était assez mal tourné. Je l'ai monté 50 fois pour essayer de lui vendre jusqu'à avant le mixage. Il me dit non, c'est même pas la peine. À chaque fois, il me disait mais c'est même pas la peine. Mais moi, je continuais parce que je suis un peu acharné. Voilà. Mais c'est des désaccords. Sinon, non, il n'y a pas des gros désaccords. C'est assez mal tourné. Ah, c'est lui qui disait, hein, c'est lui qui dit. Où il dit c'est mal tourné, où il dit c'est quand même un peu moins pourri que tout le cinéma français, etc. Des trucs comme ça. Très laudateur pour lui, en fait. Voilà. De désaccords, je n'ai pas le souvenir de gros désaccords, non pas qu'il n'y en ait pas eu. Si, bien sûr, sur Satan, qui était le film le plus compliqué. Alors, je tiens à dire une chose que je voulais dire avant, c'est très important. J'ai beaucoup remplacé de monteurs. Bon, surtout les films de Piala. Loulou, il y avait Martine Giordano. Très souvent, il jette le bébé avec l'eau du bain, à savoir le monteur du tournage, une fois que le tournage est terminé. Parce que je pense qu'il a envie que ce soit une autre étape. Et puis, il n'avait eu que des femmes comme monteuses. Et je pense qu'il avait envie de travailler avec un homme. Ça lui plaisait bien, surtout l'homme d'un cinéaste dont il n'aime pas le cinéma. Pas dont il n'aime pas l'homme, hein, parce qu'il estimait Truffaut, mais il n'aimait pas son cinéma. Et donc, Van Gogh, j'ai remplacé Hélène Viard, malheureusement. Et bref, toujours est-il que Satan, c'est le seul que j'ai monté tout seul. Et c'est celui qui s'est le plus mal passé, bien évidemment, parce que quand même, un couple, c'est difficile à gérer. Dans un couple, c'est difficile de se gérer l'un l'autre. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des disputes, etc. Il m'avait dit, le point, c'était sur une séquence qu'il trouvait mal tournée, évidemment, et qu'il avait retourné, mais ça n'allait pas non plus. Et donc, j'ai essayé de la supprimer du film. Voilà. Et ça, alors là, c'était pas possible. Van Gogh, Satan, c'est un scénario très très serré, jusqu'à la fin qui a été assez desserré. On a enlevé énormément de choses. Mais pendant toutes les affaires entre Denisant, Mouchette et Menou Segret, il y a un vrai différent. Et dans Satan, tu as fait l'acteur. Et dans Satan, j'ai fait l'acteur, parce que Maurice m'a dit un jour, toi, avec ta bonne gueule, je te ferai jouer un sale con. J'étais ravi, moi. J'étais vraiment content, parce que, effectivement, tout le principe du contre-emploi, on imagine bien, moi, ça me sied tout à fait bien. Voilà. Mais d'ailleurs, alors, moi, j'ai pas eu la chance de le connaître, mais je me souviens d'une interview d'époque, donc il jugeait le film épouvantable, et il disait, c'est peut-être aussi à cause de tous ces techniciens qui font l'acteur. Et bien sûr, il se mettait dedans. Parce qu'il a un rôle quasiment principal dans le film. Il fait quand même le directeur de conscience de Depardieu, etc. Et bien sûr, il se trouvait particulièrement mauvais. Et il vous trouvait tous particulièrement mauvais. Donc, voilà. Mais ça a dû être quand même... enfin, tu as monté des choses pendant le tournage sur Oui, bien sûr, je très vite. Je devais... la célèbre scène de la rencontre du diable, c'est-à-dire de Gérard Depardieu avec Jean-Christophe Bouvet, à qui ils en ont fait baver des ronds de chapeau, mais ça va, il va bien, il s'en est remis, Jean-Christophe, mais ça a été un peu rock'n'roll. Pourquoi cette séance, elle devenait si essentielle? Parce que quand on vous lit tous, là vous êtes tous d'accord, tous les témoins du tournage, si cette séquence, vous lui aviez pas prouvé qu'elle pouvait marcher en la montant, il arrêtait le film. Oui, mais c'est lui. On en était là, c'était terminé. Oui, moi je devais arriver au tournage à la 3e ou 4e semaine, et dès la seconde semaine, ils ont tourné le diable la première semaine, donc je suis arrivé tout de suite en début de seconde semaine, parce qu'effectivement, Maurice disait, si cette séquence ne marche pas, j'arrête le film. Donc c'était vraiment un poids sur les épaules assez sévère. D'ailleurs, on l'a monté avec Sylvie, hein, comme souvent, donc Sylvie a participé à des scènes de montage sur Van Gogh aussi, etc. Et voilà, et deuxième séquence aussi, que c'est grâce à quoi j'ai joué d'ailleurs, il avait donc fait jouer la séquence avec le docteur Gachet par Berry, et on l'a montée, il l'a trouvée très mauvaise, mais je pense qu'il avait envie de filer des coups de coude à Berry, et donc on l'a montée, elle durait 16 minutes, on a fait des coupes dedans, elle durait 11 minutes, et il m'a dit, bah, peut-être toi tu vas, etc. Et avant, dernière semaine de tournage, je crois qu'il avait oublié, là. Moi j'avais appris tous les rôles, hein, parce que je me disais,
Voilà, j'avais appris Cadignan, j'avais appris Gachet, tout ça, tous les deux rôles importants. Parce qu'il a pas mal changé d'acteur hein, sur le film. Et tout ça. Bon. Et la dernière semaine, il n'en parle plus de ce truc-là. Et il dit, l'avant-dernier jour, je crois, de la semaine, il dit on va pas l'avant-dernier jour, il dit on va pas rentrer à Paris, on va se faire chier. Il n'y a qu'à tourner la séquence galet avec 2D. Alors, c'est une façon quand même. C'est le texte au cordeau, par contre, je crevais de trouille. Le premier jour, il a fait que des plans hyper larges du cabinet du docteur, là, du cabinet du docteur. Et on a fait, je sais pas quoi, 10 prises. Et à la fin de la journée, il a dit, qui était assez courte d'ailleurs, il a dit bon, moi demain on peut tourner. C'était vraiment la répétition théâtrale, etc. Et le lendemain, il a fait ça en 11 plans, ça s'est fait assez bien, avec le petit détail formidable, parce que moi j'avais quand même la pétoche, j'étais ravi de jouer avec lui, puis j'avais pris comme bonne truc, je me disais ça ira, j'ai une bonne gueule, je vais faire un salaud, j'ai une bonne gueule, je vais faire ça. C'était son truc, je me suis dit bon, je code comme ça. Et première prise, il me dit qu'est-ce que t'as gigoté comme ça? Deuxième prise, pourquoi tu restes planté comme un piquet? Voilà. Ça c'est de la direction d'acteur. Alors là, on est tout de suite à l'aise, c'est-à-dire, bon, il faut faire quoi? Ah, rien. Rien. Mais en plus, il a raison, parce que les gens qui ne sont pas acteurs restent plantés comme des piquets. Ou bien c'est comme un honnête homme a peur devant une caméra. C'est normal d'avoir peur devant une caméra. Alors, sur Maurice Pialat, on parlait de conflit, ça tu le dis simplement, mais tu le dis. En fait, tu n'as pas monté le Garchu, parce que le Garchu, tu avais un gros défaut, c'est que tu coupais trop Antoine Pialat. J'aurais. Voilà. Conditionnel. Voilà. Mais pourquoi il sentait que lui voulait tout garder et que le monteur que tu étais aurait coupé. Il sentait qu'il n'aurait pas la force de couper son fils, hein, puisque c'est quand même un monsieur qui a eu un enfant à 65 ans et qui pensait qu'il n'aurait jamais d'enfant de sa vie. Et il pensait bien qu'évidemment, vu les 5 films sur lesquels on avait travaillé, j'irais un peu du ciseau sur Antoine. Oui, je pense que c'est ça. Je me fais peut-être mousser en pensant ça, mais je pense qu'il n'avait pas envie qu'on s'encale là-dessus. D'ailleurs, il a pris un monteur qui n'est pas du tout pour lui, puisque c'était le monteur de Berry, qui est Hervé Deluse, qui est un très bon monteur, qui est le monteur de J'accuse, de plein de... Pardon, de Polanski, et d'autres, mais qui n'est pas du tout pour Maurice. Comme ça, je sais pas, de familiarité, de façon d'envisager les choses ou d'en parler, voilà, quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc je ne l'ai pas monté. Mais c'est là où on voit l'importance des choses, et c'est pas du tout pour accroître ton importance ou quoi que ce soit, mais du coup, il était aussi insatisfait du film, mais il n'a pas été le seul. Depardieu dit à qui veut l'entendre publiquement que pour lui, Le Garçu est un film pas monté, qu'un jour il faudrait le monter vraiment, etc., etc. Enfin, ça n'a pas complètement pris, quoi, cette affaire. Mais on l'a remonté. On l'a remonté chez Maurice avec Sylvie. On a décidé 21 coupes. Et puis, je suis tellement optimiste. Moi, je me souviens, j'ai tellement que des bons souvenirs. Je me souviens pas des choses négatives. Et j'étais persuadé qu'on l'avait fait. Je pensais que dans le DVD édité, c'était la version 22 fois coupée. Pas du tout. J'ai vu l'autre jour. C'est la version longue. Mais dans ma tête, j'ai une liste que j'ai malheureusement perdue d'ailleurs, mais ça ne sert plus à rien. Mais j'ai le film plus tentant sur Antoine, c'est-à-dire on n'est pas en indigestion de son fils et tout ça. Voilà. Et alors, il y a un autre cinéaste français important avec lequel tu as beaucoup collaboré, il y a 5 ou 6 films avec Philippe Garrel. Oui, je suis au 7e là, avec le grand chariot qui a eu le dernier. Oui, le dernier qui a eu l'Ours d'argent à Berlin. Qui n'est pas encore sorti. Non. Et alors là, c'est encore autre chose parce que Garrel, c'est une autre forme de travail, mais aussi une autre légende. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était le monsieur qui disait « Moi, je fais des prises uniques. Je fais une prise. » Voilà, le cinéma, c'est une prise. Ou qui disait des choses comme « Il faut que tout ce que j'ai tourné soit dans le film. » Il n'est pas question de... Enfin, je ne suis pas l'ébéniste qui jette la moitié de son bois, quoi. Alors, ça veut dire quoi, être monteur, pour quelqu'un qui a ces principes-là? Alors, une prise, ça continue avec l'idéal, ça lui arrive de tourner plusieurs prises, même une fois, catastrophe, cette prise, il était très, 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 très malheureux. C'est Stanley Kubrick, là. Oui, là, c'était pas possible du tout. Donc, à un moment, lui est venue l'idée de changer quelque chose dans sa façon de faire. Donc, il m'a appelé
au milieu du montage le montage était fini de la guitare qu'on va voir, je ne sais plus quel jour, j'entends plus la guitare. Et il m'a dit, bon écoute, j'ai fait le montage classique avec Sophie Coussin, viens faire le montage moderne. Moi j'étais flatté comme c'est pas permis, là, comme l'autre jour quand tu m'as remis ma plaque. Et bon, j'étais vraiment très content, surtout j'étais très content de travailler pour Philippe, dont j'ai vu tous les films, et dont le premier, Anémone, le premier jour au Gilles Coeur à 2h, enfin vraiment, pour moi c'est un gars de ma génération, c'est exactement ce que j'aurais, si j'avais pas fait de montage, et j'étais pas tombé dans la marmite passionnante du montage, et j'aurais été réalisateur, j'aurais bien fait du cinéma, disons, Jean Garel, voilà. Et donc j'étais heureux comme tout, et donc je suis venu faire le montage dit moderne, et donc il me laissait une semaine, tout seul, parce que je lui avais demandé, et puis après on faisait des choses, une semaine ou deux selon les films ensemble, donc c'est 3 semaines de remontage. Donc je fais ce que je veux, et il prend ce qu'il veut, voilà, c'est assez simple. Et alors il y a un truc, je me suis fait taper sur les doigts tout de suite, hors de question de changer les prises des acteurs, il dit ça, le choix des prises, mon père m'a appris, je sais. Donc là aussi, un principe imparable, mais principe voilà, par une éducation, enfin par voilà. Bon, et en revanche, de temps en temps, des trucs qui ne marchaient pas, que j'avais coupés, tout ça, il disait, tu es complètement cinglé, etc. Et de temps en temps, il disait, mais j'aurais jamais pensé qu'on puisse couper ce moment-là. Et que le film se raconte, c'est tout. Voilà. Alors, sur un des films, il y a une chose que je ne suis pas arrivé à faire, c'est à cuisiner un rêve. Je ne sais plus dans lequel c'était, si ça devait être dans Naissance de l'amour, ouais, et il a appelé Guillemot. Il m'a dit, ça ne tenu pas, j'appelle Guillemot, il y a eu 3 monteurs sur Régal, etc. J'appelle Guillemot parce que, voilà, donc Guillemot a fait sa petite machin, elle a évidemment, balèze comme elle a fabriqué un sentiment de rêve à un moment qui n'était pas facile, parce que même les rêves dans les films de Philippe sont assez souvent totalement intégrés à la réalité du film. Quelquefois, ils sont dans d'autres costumes, mais c'est assez rare. Et là, il n'y avait pas d'autres costumes, donc il y avait l'impression que tout pouvait être dans le réel. Et Guillemot a fabriqué, a inventé voilà, une chose assez évidente. Voilà. C'est un peu, enfin, on l'a un peu saumâtre dans ce genre de cas. Non, bah, moi j'ai tellement eu souvent, comme je disais, d'autres démontages avec plusieurs personnes, donc surtout les Pialas, parce que les Pialas, je remplaçais les monteuses du tournage qui étaient donc virées avec London, avec Aspect, mais en revanche, Arlette passe sur le montage de Loulou, justement, à un moment, et je crois que je l'ai raconté l'autre jour, il lui dit cet imbécile de Dedet sait pas monter la scène de téléphone avec Marchand, quand ils sont tous les deux en live, fais-le Arlette, et Arlette le fait, c'est très bien. Et moi c'est vrai, j'arrivais pas parce que c'est la scène de nu la plus frontale, j'arrivais pas à saisir comment il fallait ça, il fallait monter ça, s'il fallait cacher un peu, ou au contraire être totalement dans la viande, comme disait Maurice, tout ça, c'était assez compliqué. Dans la viande, oui, dans la viande. Oui, c'était 2 morceaux de viande pour lui. Donc, enfin, c'est acceptable de savoir que on sera 2, 3, pas 10 non plus, mais 2, 3 monteurs sur le film. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, je trouve, c'est qu'on est quand même en France, dans un système industriel, mais semi-industriel, c'est pas Hollywood, c'est pas la chaîne, on en revient presque à des choses hollywoodiennes. C'est-à-dire que les monteurs à Hollywood, ils étaient beaucoup plus indifférenciés que vous, et c'était les monteurs de la Fox ne montaient pas comme les monteurs de Paramount, mais ça avait un côté usine multiple comme ça. Oui, sûrement, oui, c'est bon. Donc voilà, donc ces monteurs multiples, il y en a eu, c'était sur tous les films de Piala, donc habitué par les Piala, et quand est-ce que ça a commencé? Je sais pas, non, c'est Piala le premier, où il y a eu plusieurs monteurs, je crois. Et puis après, bon, oui, sur À nos amours, il doit y avoir 5 personnes qui ont monté des scènes, dont Sophie Coussin aussi, d'ailleurs, qui a monté toute la partie du fourreur, enfin, dans l'atelier des fourreurs. Et on est 5, dans Van Gogh on est 3 ou 4, le monteur son, et bien sûr qui avait monté quasi tout avant que je vienne, Sylvie Piala, mon assistante Nathalie Hubert, on est 5 aussi, donc le seul compliqué c'est vraiment Satan, parce qu'il n'y avait que moi, voilà, et Paul Lys, on est 2, ouais, Hélène Viard est venue aussi, enfin bref voilà. Donc moi j'ai une grande habitude de ça et je trouve ça très bien parce que il faut dire que quand je commence un montage, assez souvent les séquences que je n'aime pas ou auxquelles je ne comprends rien, je les file à mon assistante pour qu'elle les monte. Donc je dois dire que la pluralité des monteurs, ça me va très bien, ne serait-ce que pour une raison de confort ou de pétoche comme ça d'ailleurs.
Et par ailleurs, tu en parles aussi à la fin du film. Alors bon, la réputation, tous les cinéastes dont on a parlé, ça fait quand même une petite carte de visite, tout ça. Mais tu es très sollicité, et je crois que tu t'en réjouis, par de jeunes cinéastes. Et donc tu te retrouves souvent à monter des premiers films. Est-ce que tu te poses la question de qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Enfin, ne pas les décevoir, mais en tout cas, voilà, le risque du premier film, parce qu'on dit souvent, un premier film, c'est tout ou c'est rien, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même une heure de vérité. Pourquoi tu y vas aussi volontiers? Je n'y vais pas à tous, hein, mais bon, celui qui me vient à l'esprit, que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier film de Magali Richard Serrano, qui s'appelle Dans les cordes, avec Anne Minard et la chanteuse, la Soko. Et donc ça c'était... Donc comment je fais? Je donne mes solutions, je propose mes solutions, et je fais mes critiques aussi. Par exemple, ce film, pour moi, il y avait un énorme problème. C'est comme il était tourné à la main dès le début, on était dans la chambre des deux filles qui se parlaient, et comme il y avait de la circulation dehors, on pensait être dans un bateau, ça faisait... la caméra se baladait. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Là, c'était trop tard, on ne pouvait rien faire. Mais même, c'est méchant, mais même des problèmes insolubles, Truffaut n'était pas pour les prononcer, et des problèmes insolubles, il engueulait Schiffman quand elle disait des trucs qui étaient trop tard. Là. Mais j'essaie quand même de nommer les problèmes, de proposer des choses. Il s'est passé une chose très belle avec avec Magali Richard Serrano, c'est qu'elle avait, dans la fin du film, préféré une solution prémonitoire, c'est-à-dire qu'on devine avant ce qui va se passer. Mais pas, comme j'expliquais tout à l'heure, pour des raisons de détails de scénario qui vont de la mèche. Donc très, très volontairement, elle a fait un plan d'après, elle l'a mis avant, qui est un plan de fuite et tout ça, donc il est très clair que ça va aller que ça va rater. Voilà. Et je lui ai dit qu'à fois, écoute, moi tu fais ce que tu veux, mais je pense que le film est beaucoup moins bien avec ça. Je lui ai répété, je crois, pendant 2 semaines, tous les jours, en lui disant tu fais ce que tu veux, mais je continue à trouver ça vraiment mauvais. Je l'ai bien vu à la projection. Mais tu fais ce que tu veux, c'est absolument tes seuls maîtres à bord. Donc j'essaye, voilà, c'est ça, j'essaye à la fois de proposer, d'être critique, mais quand même de laisser libre. Et malheureusement, elle a gardé la prémonition. Je pense que moi, ça me fait un effet terrible, c'est une boxeuse qui perd. Et ça me faisait un effet d'autant plus terrible que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train d'imaginer? Que son film va se casser la gueule? Parce que c'est doublé de problèmes comme ça, très très réels par rapport aux gens. Et c'est vrai qu'on a peur pour eux. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un premier film, on en a vu plusieurs, des gens qui s'étaient trompés ou qui n'avaient pas voulu écouter. J'en ai monté un autre, je le racontais l'autre jour, c'est l'histoire des 17 versions de scénario, où j'avais changé des choses dans le film. Et le gars m'a dit, mais pourquoi t'as bougé des séquences de place? Il a fait venir le scénariste qui a dit, qu'est-ce qui se passe? On a écrit 17 versions, et j'ai répondu, la 18e c'est la bonne, et si ça doit être la bonne, si c'est pas la bonne, on est foutu. Voilà. Donc, voilà, j'espère d'être à la fois assez désagréable et assez... en disant quand même, voilà, c'est toi le maître, donc tu fais ce que tu fais. Voilà. Est-ce que vous avez moi j'en ai plein d'autres, mais pour vous donner un peu la parole, est-ce que vous avez des questions? Isaac est là avec un micro. Bon, ben, on vous laisse réfléchir encore 5 minutes. Il y a un autre cinéaste, c'est un cinéaste maintenant confirmé, c'est Cédric Kahn. D'ailleurs, on va lui faire une rétrospective à la rentrée, donc on aura le plaisir de montrer et de remontrer tous ses films. Lui, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas à quel point c'est imaginaire ou pas, mais disons, pour le dire simplement, il a été très influencé par Boris Vian. C'est-à-dire que quand on voyait son premier film, Barre des Rails, on disait, bon ben voilà, lui, ce qu'il aime, c'est quand même ça. Et puis il est parti dans d'autres directions. Est-ce que c'est particulièrement intéressant de suivre quelqu'un comme ça sur le long cours? C'est-à-dire que tu es parfaitement conscient que, par exemple, Truffaut, c'était 5 films, qu'on ne vous reprend pas forcément pour le film d'après, qu'il faut faire avec, que ça fait partie du métier, mais est-ce qu'en même temps, avoir comme ça une collaboration longue durée avec un cinéaste, c'est particulièrement intéressant? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais avec Cédric, c'est compliqué, on s'est beaucoup fâché, tout ça, il y a eu des périodes où on se faisait la gueule, on ne s'est pas vu, etc., pour diverses raisons, et il prenait d'autres gens, mais bon, voilà, il prenait des gens dont il était content. Simon Jacquet, dont il est
vraiment un grand monteur, et il a raison. Laure Gardette aussi. Voilà, mais néanmoins, il revenait assez souvent vers moi. Voilà. Et assez souvent avec la même phrase qui était assez rigolo, celui-là c'est un film pour toi. Comme si il y avait eu des raisons pour lesquelles celui d'avant ou les deux d'avant je ne les aurais pas montés, etc. Oui, donc c'est bien sûr très agréable à suivre, oui. C'est plus difficile avec lui parce que comme c'est un scénariste très travailleur et très pointu, c'est beaucoup plus difficile de faire joujou avec le scénario, avec lui. Et comme moi c'est un de mes jeux préférés de taper dans les quilles, voilà, donc quelquefois c'est un peu frustrant. Je lui dis quand même mes trucs, et puis voilà, il en fait ce qu'il veut. En général, il est ferme sur les prix. Hein. Et puis, par ailleurs, tu as un champ d'action assez vaste, parce que les auteurs, là, on vient d'en citer beaucoup, on est en France, c'est vraiment les auteurs avec un grand A, etc. Et puis, il t'arrive de faire des films qui n'en sont pas moins des films d'auteurs, mais qui peuvent être un peu plus mainstream, disons. Cette faculté de déplacement, de pouvoir travailler dans différents types de cinéma, par rapport aussi à leur budget, par rapport à leur volonté d'être populaire ou pas, c'est quelque chose d'important pour toi, enfin de pouvoir te déplacer assez facilement dans le cinéma français. J'ai pas beaucoup monté de films, à part quelques pirates, des films qui ont beaucoup marché. J'ai pas beaucoup. Alors qu'est-ce que j'ai Del Maïwen qui a marché. Oui, je pensais à Dieu, oui. Voilà. Mais c'était assez spécial là parce que c'est pas une autrice. Oui, c'est pas la même chose que Philippe Garrel. Oui, voilà, c'est pas le même système. Quel autre j'ai monté qui a primaire, mais ça n'a pas tant marché que ça, d'Hélène Angèle, donc j'espérais beaucoup parce que je l'aimais beaucoup, et il n'a pas tant marché que ça. Maïwen, c'était très rigolo parce que j'avais je fais pas attention en fait, je sais pas, j'imagine que si je travaillais sur un truc qui n'est fait que pour marcher, à coups de gag à la gomme et tout ça, je m'ennuierais beaucoup, c'est probable, mais là on n'est pas dans cette... c'est roboratif quand même les films de Maïwen, ça a de la gueule et tout ça. Et là, c'était très agréable parce que j'avais une mission, bon, évidemment, comme d'habitude, il fallait aller à Cannes, donc on était déjà en janvier, tout ça, donc il fallait doubler les équipes. Et moi, j'ai eu pour mission sur le Police de monter toutes les scènes de groupe, c'est-à-dire les plus difficiles. Et alors ça, ça j'adore. Là, j'étais missionné sur quelque chose. Mais travailler avec elle, c'est insupportable. Hein. Elle parle tout le temps. Elle dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Il y a 3 caméras qui défilent sur l'écran. Je deviens complètement... J'arrêtais pas de mettre des points rouges sur le truc. Elle tourne à plusieurs caméras, oui, c'est ça. Et elle cherche des trucs partout. Elle veut rien perdre et tout. C'est assez épuisant. Et voilà. Mais c'était amusant. C'était un bon jeu quand même. Voilà. Je voudrais il m'en manque un, le 3e livre en particulier sur le laboratoire ITC qui est là. Il y a ça aussi, on t'attendait pas forcément là. Comment ça s'est passé les livres. Oui, le livre, hein, se dire que tu allais te faire presque le biographe du film. Enfin, voilà, c'est un peu ça le point de vue du lapin. Oui, bien sûr, mais ça c'est venu tout de suite. Alors le lendemain de Cannes, de Passe-Montagne à Cannes, moi j'avais comme but d'écrire un film qui s'appelait pas encore Le point de vue du lapin, mais qui était l'histoire de tous ces mecs qui gigotent autour d'un type qui est déjà en train de monter au mât, qui est déjà tout en haut, et tout ça qui regarde de haut en disant c'est pas vrai, il y arrive, le cinglé et tout. Parce que c'était ça, là, le phénomène fascinant, c'est pour ça que je dis du point de vue du lapin, c'est tous ces lapins qui sont autour à gigoter alors qu'il n'y en a qu'un sérieux, allumé au milieu. Et j'ai jamais fait ça. Mais en revanche, j'ai pris aucune note hein, sur tout ça, c'est remonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'était 2 ans de vie, c'est remonté dès que j'ai commencé à l'écrire, dès que je trouvais la clé du début, quoi. Voilà, et donc... pendant 38 ans, je sais pas quoi, tous les ans, je me disais, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, pour pallier ce problème, tous les ans, on me demandait quel film vous voulez passer. Passe-Montagne, quel film vous voulez passer. Passe-Montagne, Ciné-Club de la Poste, machin, tout ça. Donc, et puis quoi, ça a été quoi le déclic de l'écriture, je sais pas. Si, formidable. Je vais parce que Caroline Champetier m'a présenté POL, Paul Tchaïkovski, Laurence qui était vivant à l'époque au festival au Festival de Marseille, qui est un festival formidable. Et puis Caroline montrait des extraits de films qu'elle avait, et moi des extraits des montages. Et je montre entre autres la séquence de la neige magnifique de Double Messieurs de Jean-François. Et très fièrement, après l'avoir montré, je dis c'est pas moi qui ai monté ça, c'est Jean-François. Comme je fais toujours, en reconnaissant si mon assistante, Sylvie Pialot, machin, je dis toujours que c'est voilà. Bon, et on dit avec le soir qui me dit mais comment est-ce que vous osez
comment est-ce que vous osez, pourquoi vous montrez une séquence alors que c'est votre travail et vous ne l'avez pas montré? Je dis parce que je suis tellement heureux des réalisateurs qui sont des véritables monteurs. C'est quand même des... Alors je connais deux maximum, c'est Patrick Grandperret et Jean-François Stévenin, qui sont vraiment des gens qui sont à la salle de montage. Jean-François, je lui ai appris à faire la machine, et il s'est mis à être monteur. Et Grandperret, on avait deux machines, une chacun, etc. Et on montait, voilà. Et du coup, cette critique de POL, je me suis dit, mais il faut qu'ils comprennent tout. Et je me suis mis à écrire le début de ça. C'était en juillet, le feed. En septembre, je me suis mis à écrire le début de ça. Et je lui ai fait lire, je sais pas quoi, une première version 6 mois après. Et il m'a dit, j'aimerais beaucoup éditer ce livre. Je me dis, merde, qu'est-ce qu'il va suivre? Mais, etc. Voilà, un certain nombre de critiques qui vont faire travailler 1 an. Et puis voilà, le machin. Voilà. Et ben voilà, mais je rêvais d'écrire depuis longtemps. Mon père était éditeur et libraire, donc il y a du, il y a du sang d'encre. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, ça existe des récits de tournage dans les bibliothèques de cinéma. Mais évidemment, là, le film, de le voir et de le revoir, est tellement unique et tellement particulier que ça devient une histoire un peu cinglée quand même. Enfin, c'est un peu des fous dans un western jurassien. Voilà, donc ça méritait d'être raconté. Oui, puis surtout, c'est un de ces films formidables qui sont faits avec 12 personnes, c'est quand même très très rare. Très très rare parce que tout le monde travaille 6 fois mieux quand il est seul à son poste, etc. Il y a une espèce d'énergie générale. On appelait ça un commando, c'était vraiment très militaire d'ailleurs. Oui, commando, bah oui, forcément, voilà. Vous avez réfléchi à une question? Monsieur, on vous passe un micro. J'y vais. Alors voilà, d'abord monsieur, allez-y. Je voulais poser une question sur la séquence du chien qui chante. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez y répondre. C'est tellement spécial, ça marche tellement. On se demande si les gens qui sont là sont des acteurs professionnels ou en général ils ont été pris dans le village. Comment c'était tourné ce genre de choses? Alors, Jacques Deray, qui avait lu le scénario à l'avance sur recette, a dit mais ils vont jouer dans les marques, vos bûcherons. Voilà, la réponse est là. C'est-à-dire, d'abord, donc ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce ne sont non pas des bûcherons, mais des paysans du Haut-Jura, là, de leur honnêteté. Comme je l'ai raconté tout à l'heure, on s'est raconté le film avec eux, donc ça c'était 1 an avant le tournage, et Jean-François, depuis une dizaine d'années, allait là-bas en leur disant voilà, on va faire un film un jour, j'ai envie de tourner ici, etc. Donc ils étaient déjà sur le grill bien avant. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça les faisait rigoler parce qu'ils n'y ont pas cru jusqu'au premier jour de tournage. Et donc, effectivement, les bûcherons ont joué dans les marques, c'est-à-dire Jean-François leur décidait des trajets. Alors la direction d'acteur de Jean-François, comme beaucoup de metteurs en scène malins, c'est pas rappelle-toi bien que dans ce plan que ta mère est morte il y a 6 mois et que tu souffres horriblement. C'est pas ça la direction d'acteur. La direction d'acteur, c'est que tu prends la casserole et t'essayes de pas te casser la gueule parce qu'il y a une chaise à côté, que Jean-François a mis exprès, juste à côté de la table. Ça, c'est voilà la direction d'acteur des gens qui ne sont pas acteurs, et encore plus des gens qui sont acteurs d'ailleurs, pour surtout pas qu'ils viennent faire leur numéro, mais qu'ils soient quelqu'un. Puis là, il disait, c'est pas, je leur demande pas de jouer, je leur demande d'être. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'on peut faire avec des gens qui ne sont pas acteurs assez facilement, en leur donnant des casseroles à porter, des trajets difficiles à effectuer, voilà, pour qu'ils soient dégagés de l'idée comment je vais dire mon texte, etc. Voilà. Et pardon, et quant au chef qui chante, bon, ça c'est le numéro du Raymond, là, du gars qui était dans le bistrot, qui est la raison pour laquelle Jean-François a tourné dans ce bistrot. Donc ça, évidemment, ça se fait tout seul, il suffit de lui demander, il adore faire son show, et voilà. Ça. Monsieur. Bonsoir. Comment s'est passé pour vous le passage de la pellicule au numérique en tant que monteur? Est-ce que vous en avez de la nostalgie? Est-ce que ça a changé vos méthodes de travail? Voilà, la nostalgie plus parce que voilà, ça fait longtemps, mais c'est 5 ans de souffrance. Hein. De 95 à 2000, c'est 5 ans de souffrance. Alors j'ai commencé par. Je crois que la première chose que j'ai montée, c'était pour Nociter, la Mondovino, sur numérique. J'ai perdu 3 heures de travail, ça a bugué, jamais retrouvé. Donc déjà la haine commençait très 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 fort pour le numérique.
Et puis, oui, effectivement, à l'époque, la nostalgie de la pellicule, quand même, qui a son poids. Moi, je sais que de là à là, ça fait 3 secondes et demie, la pellicule, etc. Toutes ces choses qui sont sensibles physiquement et qui aident beaucoup à réfléchir, plus que des boutons qu'on pousse, et voilà. Donc, c'est ça. Donc 5 ans de souffrance, et puis peu à peu j'ai fait faire les choses par mes assistants, et j'ai compris à un moment que je pouvais m'en servir de ces systèmes, mais surtout pas avec la façon exponentielle dont ils adorent présenter tout ça, c'est-à-dire on peut tout faire, ce qui ne veut rien dire du tout. Donc je supprimais toutes les fonctions possibles, je gardais les 12 fonctions essentielles, en haut, en bas, à droite, à gauche, plus fort, plus faible, etc. Couper, coller, voilà, des trucs très très simples. Et du coup, je me suis amusé, j'ai mis du temps, mais j'ai commencé à m'amuser avec ça. Et le truc définitif qui m'a amusé véritablement, c'était ce que font très peu de moteurs, de colorer les plans. Parce qu'on peut colorer, on peut tout faire, donc on peut colorer les plans. Alors je colorais les plans des filles en rose, des garçons en bleu, et les plans en vert, et les plans vus du ciel en violet, etc. Mais maintenant je les code plus du tout, je les colore aléatoirement. Ce qui fait que quand on voit une timeline, c'est-à-dire la continuité du film dans sa longueur, j'ai un bout jaune qui court, qui est suivi par un bout violet un peu plus long, par un bout rouge, etc. Et même si c'est codé, même si c'est pas codé, maintenant les couleurs veulent pas dire quelque chose, mais elles ont un peu quelque chose de la gueule du plan, voilà. Et donc je me retrouve avec des éléments quasiment physiques par leur couleur, c'est déjà ça. Mais il faut continuer à appuyer sur les boutons, voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour... Allez, madame, vous allez conclure. Bonjour. Donc en fait, vous avez inspiré beaucoup de monteurs qui travaillent encore aujourd'hui et beaucoup de monteurs de documentaires. Et je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé cette matière documentaire et si ça vous intéressait ou si c'était vraiment autre chose dans votre esprit. Non, c'est autre chose de très 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 compliqué. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, la fiction, c'est un arbre qui a ses branches définies, etc. Donc on peut se raccrocher à quelque chose un documentaire, c'est beaucoup plus compliqué. J'en ai monté un sur Détroit, formidable, et le gars, par exemple, il apportait des nouveaux documents tous les jours. Donc le film changeait de forme, puisque son corps changeait, il y avait des choses en plus dans son corps. Donc il fallait un peu reconsidérer à chaque fois qu'il amenait un certain nombre de paquets de rush en plus, très divers. Il fallait un peu reconsidérer le tout du film, parce que quelquefois quelque chose arrivait qui était absolument essentiel. Donc c'est une scénarisation permanente. Voilà, j'en ai pas monté beaucoup, voilà. Et j'en ai fait, par contre, enfin pas tout à fait ça, mais des journaux de voyage au Japon, et là comme c'est à la première personne, c'est plus simple d'une certaine façon. Quoique, je me rappelle, j'ai quand même mis 1 an à monter le premier, qui fait pas long, qui fait que 50 minutes, mais parce que je savais pas, on se pose toujours cette question terrible, qu'est-ce qui va intéresser les gens, alors que je me balade à côté dans les rivières japonaises, on se dit vraiment que ça peut être tout à fait vain, alors il faut quand même faire un peu de mise en scène, un peu de cinéma, un peu de cinémoche. C'est une bonne conclusion. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. La générosité de ta parole et merci beaucoup. Merci.